Voilà, donc juste vous refaire une petite présentation. Déjà, vous remercier hein, de votre présence assez nombreuse. Il y en a encore qui arrivent. Euh, du coup, aujourd'hui, à ce webinaire, pour remettre le contexte, donc c'est Ariane et Axis sur l'autre partie du territoire qui a en charge pour le département l'annulation de ce centre ressources santé que vous commencez à bien connaître maintenant. Et dans ce centre ressources, on a un axe qui vous est dédié et c'est le cas de ces webinaires aujourd'hui. Donc, juste Ariane, rappeler qui on est associatif, trois pôles d'intervention, l'inclusion, c'est tout ce qui est plutôt handicap, le pôle formation, puisqu'on est organisme de formation, et le pôle insertion, où on retrouve les actions en lien avec DIR, hein, que vous connaissez bien, le centre ressources, mais aussi des actions dans les quartiers prioritaires et le PLI également. Voilà, donc Ariane fait partie d'un collectif et d'un groupe qui s'appelle le groupe Human, hein, anciennement ADAPI, var Méditerranée, et donc on est une sorte de filiale, même si juridiquement c'est pas une filiale, mais on fait partie de ce groupe, le groupe Human. Voilà, j'ai resté brève parce que l'essentiel c'est la suite et je laisse la parole du coup à Stéphanie et Laureline. Voilà, donc je suis Stéphanie Cabot, je suis psychologue au Centre de ressources santé Ariane Méditerranée et je suis psychologue depuis 20 ans auprès de publics bénéficiaires du RSA pour faciliter leur insertion professionnelle. Il y a aussi ma collègue avec moi. Laureline Pochard, psychologue au Centre de ressources santé également. Et j'interviens donc sur Toulon, la Seine et la Valette bientôt. Voilà, pareil, habituée à travailler avec un public qui bénéficie de minima sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à renseigner vos noms, prénoms, structures et fonctions sur le chat si vous voulez participer, comme ça on fera des réponses peut-être plus précises. En tout cas, donc aujourd'hui, le webinaire, l'intérêt de ce webinaire, c'est de vous apporter des repères euh, en psychopathologie, alors des repères très cliniques pour essayer de faire au mieux dans les accompagnements auprès de personnes qui peuvent être parfois difficiles ou qui sont en difficulté elles-mêmes, qui sont fragiles sur le plan de la santé mentale et pour permettre que l'accompagnement se passe au mieux dans la durée et peut-être aussi faciliter les orientations pour les conseillers, faciliter l'orientation vers des professionnels de santé. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons voir, c'est faire rapidement définir ce qu'est la psychopathologie. Puis, nous passerons aux éléments de repérage, comment catégoriser un petit peu ce que nous pouvons repérer, que ce soit ce que nous pouvons observer ou ce que nous pouvons recueillir dans le discours des personnes que nous recevons. Donc, c'est dans le registre comportemental, le registre cognitif, du raisonnement, le registre de la gestion des émotions et le registre de la santé physique. Et pour mieux investir tout ça, on va illustrer à travers des vignettes cliniques qui sont complètement construites à partir d'expériences des psychologues du centre ressources. Des vignettes cliniques pour montrer un petit peu comment, en fonction des personnes que nous recevons, comment nous pouvons dégager ces différents éléments. Ensuite, il y aura une partie du webinaire qui sera consacrée à des conseils sur comment pouvoir s'adapter aux personnalités difficiles et comment faciliter l'orientation justement de ces personnes peut-être vers un professionnel de santé. Après une courte conclusion, nous verrons si nous avons encore un peu de temps pour pouvoir répondre à vos questions que vous aurez posées peut-être au cours du webinaire ou en fin du webinaire. Donc, nous allons commencer tout de suite par la définition de la psychopathologie. Donc, la psychopathologie est une science qui s'est construite au cours du 19e siècle en Occident. Et les médecins ont d'abord étudié l'aspect des symptômes des maladies mentales. Et donc, la psychopathologie, c'est l'étude des maladies mentales, comment elles apparaissent, comment elles évoluent et comment on peut les traiter, les soigner et accompagner les personnes. Et dans la psychopathologie, il y a la psychopathologie clinique
qui s'intéresse vraiment, clinique, c'est au pied du lit du patient, hein. Et donc ça va s'intéresser vraiment à comment on repère avec la personne, devant nous, dans son comportement, dans ce qu'elle exprime, qu'est-ce qui va être, les premiers signes, d'une fragilité en psychopathologique. Alors aujourd'hui, le concept de santé mentale évolue et on part d'une conception où je suis malade ou, je suis en bonne santé, parce que je n'ai pas de pathologie, à une idée de double continuum. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, être diagnostiqué avec un trouble mental, avec une pathologie, mais pour autant être, par moment, dans une situation de rétablissement et donc se sentir tout à fait bien et se sentir capable, parce que c'est une auto-évaluation, se sentir capable d'interagir avec, les personnes qui nous entourent, se sentir, en capacité de s'épanouir, faire du sport, avoir du travail et donc c'est, vraiment le la nouvelle version de la santé mentale qui se définit sous ce double continuum. Alors pour vous illustrer, cette nouvelle conception, je vous partage une image que j'ai trouvée sur un site canadien, à destination d'étudiants, qui montre bien ce double continuum avec le continuum qui est horizontal. On nous dit, bah, il y a absence de maladie ou présence de maladie et puis un autre continuum qui est plus vertical, où on va parler de: «Je me sens bien même si, heu, on m'a diagnostiqué un jour une maladie, ou un trouble psychologique» ou «Je vais mal, c'est temporaire, je peux être en période difficile, mais un jour me sentir mieux à nouveau et évoluer vers le mieux». Donc voilà un petit peu, comment évoluent, ces thèmes aujourd'hui. Alors pourquoi, utiliser des éléments de repérage? Pourquoi on fait ce webinaire? D'abord, c'est pour, dépasser ce qu'on ressent parfois quand on sort d'un entretien et on se dit: «Ouh là là, cette personne, ça va pas du tout. Il se passe quelque chose, elle va pas bien». Mais on ne peut pas mettre des mots dessus, on n'arrive pas à saisir ce qui se passe et donc en fait, ces éléments de repérage dont je vais vous parler qui sont je vais pas faire une liste exhaustive, certainement pas, mais d'avoir des idées un petit peu pour comment, classifier un petit peu, organiser ce que je ressens, mettre des mots sur ce qui a créé peut-être chez moi cette façon de comprendre les choses ou cette manière de réagir, pour objectiver vraiment, les choses. Voilà. Donc on va commencer par, les éléments qui sont plutôt comportementaux, qui sont, visibles, donc les gens vont nous rapporter. Donc je vous fais une liste là de certains comportements, heu, que l'on peut observer ou que l'on peut, entendre chez les personnes. Je dirais qu'il y a 2 grands types de comportements qui peuvent attirer notre attention. D'abord, les comportements qui signent un changement, dans la vie de la personne. C'est-à-dire, les gens qui, par exemple, une personne qui vient se présenter, elle est toujours plutôt maquillée, plutôt bien habillée, quelqu'un qui est d'habitude un peu jovial, et d'un coup, qui va changer, qui va être moins dans le soin à elle-même pour la personne, qui va moins communiquer, ou quelqu'un qui va nous dire: «Je me reconnais plus». Dire elle voit qu'il y a une évolution dans ses habitudes de vie, dans son comment dire? Dans son activité quotidienne. Donc les changements en termes de consommation de produits aussi. On peut voir avant, après, on voit qu'il y a une évolution chez la personne et ces changements de comportement sont des choses qui doivent, retenir notre attention. Et puis, il y a d'autres types de comportements, eux, qui sont beaucoup plus habituels, où les gens sont un peu décalés finalement, de quelque chose qu'on attendrait habituellement d'une personne en entretien, pardon, en entretien. Donc on va voir des gens qui sont tout le temps plus ou moins agités ou au contraire très calmes, presque apathiques. Des gens qui parlent énormément, qui prennent toute la place, on ne peut pas en placer une, nous, en entretien. Donc il y a aussi, la composante, de communication, qui est un comportement à part entière. Et puis, on peut observer d'autres comportements plus généraux aussi, avec, des difficultés, là, comportementales plus, de type, dans l'interaction. Est-ce que, j'arrive facilement à être dans partager une tâche, à faire quelque chose avec quelqu'un au même rythme et cetera.
Donc voilà un petit peu des éléments qui peuvent comment dire, se repérer dans cette catégorie-là, dans ce registre-là. Ensuite, dans le registre émotionnel, alors ben, il n'y aura pas de grande surprise, je pense, hein. C'est-à-dire que on repère tous quand quelqu'un a du mal à gérer ses émotions. Donc ça peut être soit dans l'extrême, hein, c'est-à-dire des gens voilà, qui vont tout à coup exploser. La plupart du temps, les émotions qu'on repère, ce sont les émotions de colère, de tristesse, d'anxiété. Ce sont les 3 plus grandes émotions qui vont potentiellement être à repérer et qui peuvent potentiellement impacter le parcours des personnes. Donc, je vous ai mis une liste un petit peu qui peuvent exister et qu'on peut repérer. Donc, les éléments qu'on peut repérer au niveau du raisonnement. Donc, le raisonnement, pour faire très caricatural, c'est pouvoir suivre une idée logique et une, un parcours de raisonnement assez logique. Je vais prendre un exemple très banal et très basique, c'est si je n'ai plus de céréales dans mon placard, il faut que j'aille faire des courses. Donc, que j'en ai en acheté. Donc là, on parle de logique basique. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu comment les gens, est-ce que dans leur discours, peuvent être plus ou moins logiques, plus ou moins cohérents. Est-ce qu'ils ont du mal à retenir certaines informations par rapport à d'autres? Être intéressés à leur capacité de mémorisation, de concentration. Dans un accompagnement, ça peut être important de repérer ces choses-là si on projette les personnes dans une formation, par exemple. On va essayer de voir un petit peu aussi comment est-ce que les gens passent du coq à l'âne. Est-ce qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont mangé à midi, et puis de comment ils sont venus à l'entretien, et puis quand ils ont eu un accident quand ils étaient enfants, et puis à nouveau ils nous parlent de demain ce qu'ils vont faire dans la journée. Des gens qui passent du coq à l'âne, ça aussi, ça veut dire qu'au niveau de la pensée, comment ils organisent et ils donnent de la cohérence à leur pensée, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut repérer et qui doit retenir notre attention. Après, il y a d'autres choses, bien sûr, les idées délirantes, les idées qu'on peut imaginer parce que voilà, qui peuvent être très excentriques parfois, voilà. Donc ça aussi, bien sûr, ça semble plus évident. Voilà. En termes de santé physique, on peut se demander, bah, tiens, pourquoi on s'intéresse à la santé physique des personnes? Après tout, on est là pour essayer d'évaluer un peu leur santé mentale, leur qualité de santé mentale. Parce qu'on sait tous que finalement, notre santé mentale et notre santé physique ont un effet l'une sur l'autre de manière continue. Et que pour le premier exemple que je cite là, les éruptions cutanées, on sait combien le stress peut faciliter des éruptions cutanées, certains types d'éruptions cutanées. Et plus généralement, à travers le stress, pardon, peut s'exprimer à travers plusieurs relations, les relations basiques qu'on peut avoir avec la nourriture, dans les variations qu'on a avec l'alimentation, avec le sommeil, bien sûr, les perturbations du sommeil qui peuvent être liées au stress, avec tout ce qui peut aller, avec aussi des choses un petit peu plus, euh, peut-être, comment dire, un petit peu moins fréquentes, des personnes qui vont cacher leur corps, qui vont avoir des postures un peu étranges, qui peuvent signifier des douleurs. Et la relation entre la douleur et la santé mentale au sens large peut beaucoup influencer Enfin, les deux peuvent beaucoup s'influencer l'une l'autre. Donc ça peut être intéressant aussi de repérer ça. Alors bien sûr, là, tout ce qu'on vous apporte là aujourd'hui en termes de repérage, c'est surtout des éléments pour pouvoir évaluer la santé mentale des personnes. Mais comme nous ne sommes pas médecins, nous n'allons pas poser de diagnostic. C'est pas l'objet. C'est vraiment objectiver ce qu'on ressent, mettre des mots sur ce qu'on a aperçu, ce qu'on a retenu d'un entretien, et puis pouvoir se poser, peut-être questionner les choses un petit peu plus prudemment dans les entretiens qui suivent et essayer de protéger cette relation avec la personne qu'on sent fragilisée. Et même si un médecin va pouvoir repérer à peu près les mêmes choses que ce que là on peut repérer dans ce webinaire, ce qu'on nous apporte comme élément,
Après, chaque spécialiste va avoir son propre prisme pour donner un diagnostic et apporter les solutions ou les traitements qui correspondent à sa spécialité. Donc là, nous, on reste très humblement à un niveau de repérage. Alors maintenant, nous allons voir, maintenant qu'on voit un peu comment on peut objectiver les choses en catégories, nous allons passer à quelques vignettes cliniques. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des vignettes cliniques, ce sont des personnes qui n'existent pas. Ce sont des cas qui ont été créés par les psychologues du Centre Ressources Santé pour essayer d'illustrer et qu'on puisse comprendre ensemble finalement comment on utilise nos systèmes de repérage un petit peu. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Laureline qui va nous parler de Noémie. Alors, Noémie. Madame a 29 ans. Elle se présente à l'heure. Elle est en léger surpoids. Elle porte encore le masque et n'a pas arrêté de le porter depuis la fin du Covid. Quand elle s'assied, elle met du temps pour trouver une place pour son sac car elle ne veut pas le poser au sol. Elle masse sans cesse ses mains pendant qu'elle parle, assez doucement. Elle explique un parcours scolaire moyen et s'est formée dans un cursus de couture industrielle. Elle n'a jamais trouvé de travail en lien avec son diplôme. Elle a réalisé un stage dans une boutique de fleuriste. Elle a apprécié ce stage et aimerait faire une formation dans ce domaine. Toutefois, elle habite dans un quartier mal desservi et aucune formation dans ce domaine n'est proposée dans sa ville. Un autre domaine qui l'intéresse serait le soin aux animaux. Elle se sent souvent fatiguée, ce qui la freine dans ses démarches. Elle a un médecin traitant qu'elle voit peu. Elle a déjà subi une suspension de RSA une fois, car elle n'ouvre pas souvent son courrier. Elle ne répond pas aux appels de numéros inconnus. Donc voilà, merci Laureline. Donc vous aurez la possibilité de lire le document un peu après. Et euh, on va voir maintenant donc, sur les différents registres que nous avons retenus tout à l'heure, le registre comportemental, du raisonnement, le registre de la santé physique ou sur le plan émotionnel. Nous allons voir ce que nous pouvons repérer de cet exposé que nous venons de faire sur la situation de Noémie. Donc sur le plan comportemental, ce qui est le plus évident au départ dans sa présentation, c'est qu'elle porte encore un masque. Elle porte le masque, qu'elle a une voix très basse, qu'elle se masse les mains quand elle parle d'elle, et qu'elle a décidé de poser son sac sur ses genoux et qu'il y a une forme d'évitement pour tout ce qui est le courrier et le téléphone. Sur le plan du raisonnement, elle a un parcours scolaire normal, elle a été diplômée, elle utilise les transports en commun, ce qui signifie que probablement, elle sait se repérer dans le temps et dans l'espace. Sur le plan physique, rien de particulier, elle est en léger surpoids, peut-être à questionner pourquoi elle ressent cette fatigue. Sur le plan émotionnel, il n'y aura rien d'évident, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre à pleurer ou qui va se mettre en colère, mais c'est vrai que les comportements que nous percevons peuvent être liés à une anxiété latente. Le massage des mains, le port du masque, ça pourrait être quelque chose d'une inquiétude par rapport, je sais pas, à sa santé. Elle n'ouvre pas son courrier, elle ne répond pas aux appels de numéros inconnus. Tout ça, c'est des choses qui pourraient nous faire penser à commencer à dessiner un profil pour Noémie, un profil de plutôt quelqu'un qui va être en retrait. Quelqu'un qui va être en retrait, peut-être avec une question de l'anxiété qui se pose. Donc, et peut-être travailler aussi la question de sa santé physique aussi, peut-être à soulever. En tout cas, on ne peut pas poser de diagnostic à partir de ce simple exposé, mais on voit déjà un profil qui se dessine avec des hypothèses et un questionnement qui pourra être mené avec la personne pour aller un petit peu plus loin. Et au cours de l'accompagnement, voir si finalement ces points d'intérêt que nous avons repérés peuvent être un frein à son insertion et à ce moment-là, feront l'objet peut-être d'un travail, d'une orientation. Donc, nous allons passer à une autre vignette clinique, celle de Jérémy. Je laisse ma collègue prendre la parole. Alors, Jérémy. Monsieur a la trentaine. Il arrive au rendez-vous à l'heure, mais semble nerveux dans la salle d'attente. Son apparence est particulière. Cheveux longs, un peu décoiffés, une barbe de quelques jours, des vêtements passés de mode, très minces. Il regarde ailleurs la plupart du temps pendant l'entretien.
Il s'exprime avec un vocabulaire très précis. Il peut prendre le temps pour trouver le bon mot. Il peut raconter des événements de vie difficiles, mais son expression reste neutre. Il cultive son intérêt pour l'histoire en général. Il sort assez peu de chez lui, il n'a plus de réseau amical. Il a déjà réalisé un stage dans une petite entreprise de quartier de maintenance informatique, mais il n'était pas à l'aise avec la clientèle. Il Non, n'a j'ai pas jamais fait. travaillé. J'ai dit, elle peut lui refaire. Sa scolarité a été normale, mais il a décroché scolairement en terminale à la suite d'une rupture sentimentale. Aujourd'hui, il habite un studio dans une dépendance sur le terrain de ses parents. Il a peu de contact avec ses parents, avec lesquels il entretient des relations potentiellement conflictuelles. Il dit vouloir travailler, mais il est souvent fatigué car il dort mal et dit ne pas arriver à supporter la relation à une clientèle. Donc, à nouveau, nous utilisons donc les registres du départ pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi Jérémy nous fait nous dire à la fin des entretiens ça va pas bien, Jérémy. Donc, sur le plan comportemental, ce qui est le plus frappant, je pense, parce qu'on va le voir, c'est l'évitement du regard. C'est vraiment quelqu'un qui va pas supporter vraiment très longtemps le contact visuel. Il va prendre le temps de trouver ses mots, ça c'est quelque chose qui n'est pas courant. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui va s'isoler beaucoup au niveau social. Sur le plan cognitif, rien de particulier pour sa scolarité qui s'est passée normalement, avec quelqu'un qui est capable d'apprendre, qui s'intéresse à l'histoire, qui a des centres d'intérêt. Sur le plan émotionnel, là, par contre, il y a une sorte d'incohérence, puisqu'on a repéré que quand il nous parle de choses qui peuvent être assez douloureuses, il ne montre pas les signes d'une douleur ou d'une souffrance particulière. On voit qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il est censé ressentir, en tout cas ce qu'on imagine qu'il pourrait ressentir en le disant. Ça, c'est un point intéressant, parce qu'on appelle ça de la dissonance parfois en psychologie. Ça peut être intéressant de repérer ça. Une rupture sentimentale a changé son parcours de vie. Donc, on voit combien l'émotionnel, dans ce profil-là, pour cette personne, peut impacter grandement les plans qu'il fait pour sa vie et comment il s'organise dans son quotidien aussi. Et bien sûr, du coup, la relation à l'autre qui est difficile. On voit à travers la relation qu'il entretient avec ses parents, qui est un peu conflictuelle, et finalement son isolement social. Sur le plan physique, il est très mince, un peu de laisser aller dans son apparence, qui pourrait aussi aller dans le sens de cette relation à l'autre qui est difficile. Le sommeil qui pose souci et la fatigue qui en découle. Donc, de tous ces éléments-là, si on devait un petit peu faire un profil, qu'est-ce qui se dessine là pour le profil de Jérémy? C'est vraiment le point d'attention qu'on va garder de cette présentation, c'est il y a quelque chose dans la relation à l'autre qui le met en difficulté. Et donc, nous allons voir à mesure de l'accompagnement comment cette relation à l'autre et cette difficulté qu'il éprouve dans la relation à l'autre va pouvoir évoluer. Est-ce que c'est quelque chose qui va devoir absolument être travaillé au cours de l'accompagnement, qui va s'avérer être un frein trop important pour l'insertion professionnelle, ou qui va pouvoir se délier au fur et à mesure dans une relation de confiance et à travers le travail que nous allons mener sur le plan de l'insertion. Voilà pour Jérémy. Nous allons passer au cas suivant, le dernière vignette clinique. Alors, Dominique. Dominique a 47 ans. Il se présente à l'heure. Son père l'a déposé en voiture. Il habite l'étage de la maison familiale. Il se présente très détendu, jovial. Il est en surpoids. Il raconte beaucoup de blagues, fait beaucoup de digressions. Il a du mal à répondre de manière directe et précise aux questions posées. S'il est à l'aise à l'oral, il n'aime pas la paperasse. Il n'a pas besoin d'aide car sa sœur le dépanne sur tout le côté administratif et l'informatique, ce n'est pas son truc. Il affirme avoir toujours travaillé dans sa vie, depuis ses 14 ans, seulement dans l'entreprise familiale, dans le bâtiment. Mais il a rencontré des difficultés de santé et ne peut plus travailler dans un emploi où il faut porter du poids. Il a un réseau important d'amis qu'il croise dans son quartier et qui lui ont promis de l'embaucher dès qu'une place se libère. Hélas, la conjoncture n'est pas favorable. Si c'était le cas, il aurait déjà créé sa propre entreprise dans ce domaine. Dans son expérience passée, il n'a jamais travaillé en autonomie
toujours avec un ouvrier plus expérimenté et sur de courtes périodes. Au fil des entretiens, vous constatez que les anecdotes sont souvent les mêmes. Il se répète beaucoup et ne comprend pas forcément l'humour de second degré. Son médecin traitant est toujours le même depuis qu'il est jeune. Il le connaît bien, il le tutoie. Donc voilà un petit peu comment on pourrait présenter donc cette situation virtuelle, c'est Dominique. Donc, nous allons reprendre à nouveau les registres l'un après l'autre. Donc, sur le plan comportemental, ce qui est là aussi le plus flagrant, c'est que c'est un monsieur qui est très à l'aise dans la relation à l'autre. Donc, il va parler beaucoup, il va faire des blagues, etc. Il a un bon réseau amical. C'est quelqu'un dans le comportement et la relation à l'autre qui est plutôt à l'aise. Pourtant, il y a une question qui se pose, c'est la question de son autonomie. Parce qu'on voit que c'est son papa qui l'a déposé pour être à l'heure au rendez-vous et qu'il habite encore chez ses parents. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il y a un souci de ce côté-là, on n'est pas encore sûr, mais ça pose des questions. Ça doit être un petit signal qu'on va garder en tête pour pouvoir avancer dans l'accompagnement. Sur le plan cognitif, il a du mal à rester concentré, c'est-à-dire quand on lui pose des questions, il a du mal à répondre de manière précise, il va parler d'autre chose, il va digresser. Euh, on voit combien, quand il doit faire un effort cognitif, quand il doit faire un effort pour apprendre quelque chose de nouveau, la nouveauté comme le numérique, ou quand il va devoir faire un effort pour remplir un papier, pour rédiger sa pensée, quand il doit faire appel à la gestion appel à sa famille pour la gestion administrative. Et puis on voit des incohérences dans son discours, c'est-à-dire quelqu'un qui ne gère pas du tout l'administratif et qui dit mais je suis tout à fait capable de créer ma propre entreprise, qui ne voit pas bien pourquoi ce ne serait pas tout à fait logique. Sur le plan émotionnel, bon, ben, on voit qu'au niveau, c'est quelqu'un de joyeux, et, a priori, il n'a pas de difficulté au niveau du moral. Mais par contre, on peut se demander un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas un rapport à l'autre légèrement immature? En tout cas, c'est une question qui se pose et qui doit être éclaircie au fur et à mesure de l'accompagnement. Sur le plan physique, c'est un monsieur qui est en surpoids, et qui a des problèmes médicaux qui interdisent le port de charges lourdes. Et ça aussi, bah, dans la réinsertion professionnelle, on sait combien c'est des choses dont il faut tenir compte dans l'accompagnement. Donc, pour ce qu'il en est de l'évaluation de la santé mentale, de la qualité de la santé mentale de Dominique, le profil qui se dégage un petit peu, ce serait de voir faire attention à tout ce qui est de l'ordre du raisonnement et de l'autonomie. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir, dans la réinsertion professionnelle, puisqu'il ne peut plus travailler dans le bâtiment, être vraiment en capacité de suivre une formation, quel type de formation, et en termes d'autonomie aussi, finalement, est-ce qu'un emploi où il serait complètement autonome serait vraiment ce qui lui correspondrait le plus? Donc là, on voit bien que voilà, les questions qui se posent pour Dominique, pour ce profil-là, ce sont celles-ci. Donc, de ces trois cas-là qu'on vient de voir, qui sont très différents, euh, on ne dégage aucune certitude. Par contre, des éléments de repérage qu'on garde en tête au cours de l'accompagnement, ça nous donne des pistes de réflexion sur la situation de la personne et pour déterminer un petit peu plus précisément quel est le profil particulier de cette personne. Et à travers ces éléments de repérage et des réponses aux questions que nous allons poser, nous allons pouvoir déterminer si on doit envisager l'orientation vers un professionnel de la santé mentale pendant cet accompagnement. Voilà. Et donc maintenant, nous avons voulu voir avec vous quelles sont les choses que l'on peut aménager quand nous rencontrons des personnalités, peut-être pas exactement celles qu'on vient de voir là, mais des personnalités plus complexes ou des personnalités plus difficiles. Et comment on peut ménager et aménager la relation à travers les entretiens. Donc, dans un premier temps, on va voir quelles sont les adaptations qu'on peut faire qui dépendent complètement de notre organisation, toutes simples, c'est-à-dire que, et qui sont presque du bon sens, c'est-à-dire que je ne prends pas rendez-vous avec quelqu'un qui va me demander beaucoup de patience, beaucoup de concentration, beaucoup de reformulation.
à 16h30 le vendredi, en fin de semaine. On va essayer d'aménager ça pour que nous soyons au mieux, aussi nous, pour pouvoir accompagner la personne. Bien sûr qu'on peut adapter la durée de l'entretien. Quand on a une personne qui tourne comme un lion en cage dans la salle d'attente et quand il arrive qu'il s'assied, on sent qu'il a juste une envie, c'est de bouger et de repartir. On peut aménager des entretiens, peut-être courts au début, et puis si on arrive à suffisamment, peut-être à créer une situation qui est apaisante pour la personne, peut-être on pourra demander un peu plus long, de rester un peu plus longtemps dans l'entretien. On peut s'adapter aussi sur ce plan-là. Ensuite, il y a aussi le fait que quand les personnes sont amenées, parce qu'elles vivent des choses compliquées, sont amenées à aborder des choses qui peuvent être pénibles, qui peuvent être le moment d'expression émotionnelle forte, essayer toujours, dans la mesure du possible, d'équilibrer le contenu de l'entretien entre des moments où on permet aux personnes d'exprimer des choses et puis des moments où on va être plus léger et on va leur permettre de repartir sans avoir, sans se sentir perturbé ou bouleversé par une émotion particulière. Donc, voilà un petit peu les choses qu'on peut essayer d'organiser pendant l'entretien avec la personne. Il y a d'autres choses qu'on peut adapter. Et donc, nous allons pratiquer l'écoute active, bien sûr, donc tenir compte de ce que la personne nous dit, de ce qu'elle nous montre, pour adapter notre discours. Pour certaines personnes qui ont des personnalités particulières, qui vont nous dire des choses pour lesquelles on n'est pas forcément d'accord, il est important de maintenir une bonne relation avec elles, parfois en validant ce qui peut l'être. Alors, je vous ai mis un exemple là, avec une personne reçue qui nous dit: mais quand mon supérieur nous a dit ça, ça en était trop, je n'ai pas pu le supporter, j'ai dû quitter la pièce. On ne peut pas valider peut-être quitter la pièce. Mais ce qu'on peut valider, c'est l'émotion que la personne a ressentie. Et reformuler en disant: je comprends que vous ayez pu être bouleversé, je vois que vous êtes encore très ému quand vous en parlez. Et voir un petit peu cette reformulation émotionnelle permet parfois aux gens d'aller un petit peu plus loin dans expliquer quelles sont leurs limites dans la relation à l'autre, quelles sont les choses qu'ils peuvent supporter ou pas en situation de travail, pour ce cas-là, et dont on peut tenir compte dans l'insertion professionnelle ensuite, dans son choix. Donc, au-delà d'adapter notre discours, on peut aussi adapter sa posture. Alors là, j'aimerais parler en particulier des personnalités très particulières que nous pouvons que nous pouvons recevoir. Des personnalités qui se sentent persécutées et qui ont tendance à interpréter tout ce que nous allons dire comme une attaque personnelle ou une attaque. Donc là, à ce moment-là, on peut essayer d'utiliser ce qu'on appelle la posture basse. Qu'est-ce que c'est la posture basse? C'est comme vous, c'est-à-dire on fait comme une alliance avec la personne, comme vous, je ne suis qu'un rouage dans la société. Comme vous, je suis soumise aux aléas de la vie, à une organisation, à un cadre. Je ne maîtrise pas tout, mais par contre, ce que je maîtrise, c'est mon cadre d'intervention. C'est moi qui donne rendez-vous, c'est moi qui dis quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Et avec ce genre de personnalité, surtout, il ne faut pas en faire plus. Il ne faut pas essayer de leur plaire en disant: bah, tiens, je vais aller un peu plus loin que ce que je fais d'habitude, je vais lui rendre service, etc. C'est pas forcément une très bonne idée avec ce genre de personnalité. L'intérêt, là, c'est de vraiment rester dans son cadre, tenir son cadre d'intervention et en adaptant notre posture. Alors, pour mieux essayer de visualiser les choses, je vous ai fait une illustration si nous sommes en posture basse, la posture haute, c'est un tiers au sens large, c'est-à-dire c'est une autre personne, souvent anonyme, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas nommer. Ça peut être une direction, le département, un cadre légal, quelque chose de très inconsistant. C'est pas une personne, c'est pas un nom, c'est pas, oui, c'est pas une personne. Et nous sommes assujettis à ce cadre, à cette organisation, tout comme le bénéficiaire du RSA. Nous avons une position basse, tout comme lui. Je vais vous donner encore une forme d'exemple, ça, qui est assez caricatural, mais c'est un peu l'idée. Ou une personne qui, dans ce cas-là, dans ce type de personnalité, nous dit: mais vous me dites ça parce que vous avez reçu des ordres d'en haut.
C'est ça, hein. Je sais qu'au conseil général, ils ont un dossier sur moi, mais vous ne me le direz pas. Moi, je sais, j'ai vu comment vous me regardez quand j'arrive. Même la personne à l'accueil. Vous pouvez l'arrêter, hein, dire: «Mais je ne suis pas au courant. Vous savez, nous ne sommes que de simples conseillers. Nous sommes considérés comme n'importe quel employé. Moi, je vous reçois et je suis là pour vous faire des propositions d'insertion, ni plus, ni moins». Donc on voit que là, à la fois, on est un simple rouage dans l'organisation générale de quelque chose qui nous dépasse et en même temps, on réaffirme quel est notre cadre. Je suis là pour faire ceci, cela et c'est clair. Bon. Au-delà de la posture basse, ce qu'on peut observer aussi, ce dont on peut tenir compte dans les entretiens, c'est qu'on va remarquer qu'il y a des points de résistance au changement qui sont plutôt toujours les mêmes. On peut appeler ça des mécanismes de défense pour certains points de résistance. Et ces mécanismes de défense, il est important dans un premier temps de les respecter, c'est-à-dire de ne pas aller contre. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. On imagine qu'on est dans une situation où je croise une personne dans la rue qui marche avec des béquilles parce qu'elle elle a eu un accident. Donc les béquilles, elle doit se déplacer sans trop de douleur. Je ne vais pas lui donner un coup de pied dans les béquilles parce qu'elle va tomber au sol, elle va se faire plus mal et en plus, pour la relever, je vais faire plus d'efforts pour la faire bouger. Et en fait, dans la santé mentale, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que les gens rencontrent des difficultés qui les bousculent, qui bousculent leur capacité d'adaptation. Et ils vont créer les choses avec ce qu'ils savent faire, avec ce qu'ils sont. Et ils vont créer des ressources, des sortes de béquilles, des résistances au changement pour se sécuriser. Et, et qui sont peut-être efficaces à court terme, mais nous pouvons percevoir qu'à long terme ou à moyen terme, ce n'est pas du tout efficace. Ou c'est trop rigide pour s'adapter à la réalité. Mais nous n'allons pas aller directement contre. Nous n'allons pas essayer de leur dire qu'ils se trompent ou quoi que ce soit. On va prendre le temps de bien comprendre quels sont les mécanismes de défense ou le mécanisme de défense qu'ils utilisent régulièrement. Et dans un premier temps, nous allons le ménager pour nous permettre à nous d'avoir plusieurs arguments et pouvoir leur citer plusieurs fois où nous avons observé le même mécanisme de défense, la même façon de réagir, pour leur apporter ça comme: «Tiens, j'ai repéré ça, je repère ça comme type de fonctionnement chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez?» Je vais vous donner quelques exemples et on va partir tout de suite avec celui qui ressemble à ce que montrait Jérémy tout à l'heure dans le cas la vignette clinique que nous avons évoquée. La personne qui semble incapable de nous regarder, qui nous évite le regard tout le temps, qui ne soutient pas notre regard. Donc, ce genre de défense, de mécanisme de défense, il vient parce que le contact visuel est trop intimidant peut-être, ou crée trop d'émotions, trop d'insécurité. Donc la personne, pour se sécuriser, ne va pas nous regarder. Donc bien sûr, je pense qu'aucun d'entre nous ne va leur dire: «Mais regardez-moi dans les yeux!» Non. Mais en tout cas, on va prendre le temps à travers les entretiens, plusieurs entretiens. On va peut-être même jamais le soulever. Mais en tout cas, à travers peut-être une attitude sécurisante pour l'autre, c'est-à-dire qu'on ne va pas le forcer à nous regarder, on ne va pas le regarder nous non plus de façon trop intense. On va lui laisser le temps de se sécuriser et de peut-être petit à petit lâcher ce besoin de sécurisation par l'évitement du contact visuel. Si ça perdure trop longtemps, ça peut être quelque chose qui peut être un signal pour nous, dire oui, c'est quelque chose qui peut signer une fragilité au niveau de la santé psychologique et peut-être que ce sera quelque chose qui pourra travailler avec un professionnel. Un autre exemple, ce sont les délires. Donc pour beaucoup d'auteurs, un délire, c'est quelque chose qui peut aider les personnes qui perçoivent la réalité comme trop perturbante et trop inconcevable, trop difficile à comprendre ou incohérente, pour tisser un lien entre tous ces morceaux de réalité qui sont difficilement compréhensibles et pour que ça tienne, même si c'est complètement étrange comme façon de faire tenir la réalité, on ne peut pas forcément adhérer, mais c'est ce qui leur permet de maintenir et d'intégrer tous ces éléments de réalité et de les faire tenir dans un tout cohérent. Donc on ne va pas
rendre leur monde encore plus incohérent, leur dire mais non, mais qu'est-ce que vous dites, etc. Ce serait trop violent et la réaction que nous aurions serait une réaction violente aussi en retour. Violente en termes de paroles, etc. ou en termes de rupture de l'accompagnement potentiellement. À chaque fois que nous avons quelqu'un qui peut avoir des délires, des croyances délirantes, etc., et que ça prend un peu de place dans l'entretien, ce que nous pouvons faire, c'est ramener au concret. Toujours ramener à quelque chose de concret, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur votre CV. Allez, on prend un papier, un crayon, et on se met à dire, on va travailler le CV. On va essayer de rendre les choses concrètes, basiques, factuelles. On va essayer, on ne va pas directement aller essayer de convaincre l'autre qu'il se trompe, ni essayer d'écouter, tiens, est-ce que c'est cohérent partout? Non. On va ramener les choses à un niveau et à un niveau très basique, très concret et qui correspond à notre rôle avec la personne, que ce soit la recherche d'offres sur l'emploi ou peut-être aussi parfois quand ils sont même pas à ce niveau-là, ça peut être comment vous avez dormi, comment vous êtes venu jusqu'ici, etc. Et commencer à avoir quelques informations qui vont nous permettre d'amener quelque chose sur le plan peut-être de la santé physique d'abord, avant d'amener quelque chose sur la santé mentale. Alors, un autre type de mécanisme de défense, c'est l'expression émotionnelle envahissante d'un processus de deuil. Donc, le deuil, ce n'est pas seulement lorsque nous perdons un être cher, c'est aussi quand parfois notre vie ne sera plus jamais comme avant. Je pense que ça définit bien ce que c'est que vivre un deuil. Donc ça demande à ce que, nous acceptions cette situation et l'acceptation passe par plusieurs étapes et l'expression émotionnelle de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, c'est naturel et c'est sain. C'est-à-dire que pour guérir, il va falloir passer par là. Quand ça devient vraiment on peut prendre le temps, hein, dans un entretien pendant quelques instants d'accueillir ce qui se passe pour l'autre sans forcément, essayer de le consoler mais prendre le temps juste de laisser de la place, de l'espace un petit peu à cette expression. Vous ne pouvez pas passer tout l'entretien à ça, c'est pas le rôle d'un conseiller en insertion donc si c'est trop compliqué, là par contre, parce que ça envahit trop, ce sera l'occasion effectivement ce sera un bon argument pour essayer d'aider la personne à compartimenter finalement cette expression-là et à lui dire: «Mais oui, il y a des endroits où vous pouvez parler de ça et il y a des endroits où quand vous aurez parlé de ça justement avec un professionnel, bah, vous pourrez venir avec plus d'espace pour l'insertion pro». Alors il y a un autre mécanisme de défense, c'est le «oui mais». Alors j'ai une collègue qui aime bien dire: «À chaque solution, un problème». Donc c'est des gens qui vont éviter les situations nouvelles qui les déstabilisent, Heu, en trouvant alors ce qu'on pourrait appeler des prétextes, mais en tout cas, en trouvant des justifications à chaque fois, qui vont justifier que de nouveaux problèmes apparaissent malgré toutes les solutions qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est un mécanisme de défense qui relève de l'évitement, hein, voilà, donc on va éviter les situations, déstabilisantes et la résistance au changement peut être très, très, très forte. Donc, il faut vérifier que c'est bien un mécanisme de défense à travers plusieurs entretiens. On va voir un petit peu comment ce mécanisme de défense se maintient, se renforce ou finalement s'affaiblit avec le temps parce que dans la relation, on arrive à compenser quelques manques de confiance, quelques choses qui peuvent aussi expliquer hein, cet évitement. Mais si on aperçoit en particulier que cet évitement se retrouve dans d'autres domaines de la vie, que ce soit, les loisirs, la famille, la santé, physique, alors là, c'est quelque chose qu'on doit prendre, en compte et qui peut être, l'objet d'une orientation vers un professionnel de santé. Alors, percevoir l'autre comme sauveur un jour, persécuteur un autre. Donc on a sûrement déjà tous rencontré une personne pour qui c'est tout blanc, tout noir. Voilà, les personnes sont bonne, mauvaise, sans aucune nuance, heu, ce qui indique souvent que pour la personne, pour mieux gérer ce qui se passe, dans sa vie, elle a besoin que les choses soient très marquées d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça va faciliter, son investissement dans les actions et cetera. Alors bien sûr, un tel, jugement de valeur sur l'autre, tout blanc, tout noir, ça va provoquer potentiellement des ruptures, d'accompagnement donc,
ce qui est conseillé dans ces moments-là, c'est tout simplement changer de sujet. Alors, on n'est pas là pour parler de soi, de nos qualités, de nos défauts, etc. Le but n'est pas là, mais de revenir, toujours pareil, à quelque chose de concret. Ok. Et par rapport à cette situation, par rapport à votre emploi, où est-ce que vous en êtes, à quoi vous avez réfléchi, etc., etc. Revenir sur du concret. Et peut-être si au bout d'un certain temps, on arrive à suffisamment apaiser la relation, etc., on pourra par touche vraiment très, 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 très douce, apporter un peu de nuance en disant: «Ah mais» et pas quand ça ne nous concerne pas, ça concerne une autre personne. Pouvoir dire: «Mais c'est pas cette personne dont vous parliez la dernière fois, vous me disiez que vous avez apporté ceci ou cela, vous avez permis ceci ou cela» et c'est tout. On en reste là. Mais effectivement, on pourra, orienter cette personne si on voit que c'est vraiment trop, un frein trop important, on pourra essayer d'orienter la personne vers un professionnel de santé. Alors je vais aller assez vite là maintenant sur l'orientation, vers un professionnel de santé, parce que bon, on a tous, je pense on a tous essayé de le faire mais encore une fois, c'est l'écoute, l'écoute, l'écoute. C'est-à-dire que si on laisse et qu'on reformule correctement et suffisamment souvent, les gens finissent toujours par nous dire ce dont ils ont besoin. Et la meilleure façon de convaincre quelqu'un d'aller vers du soin, c'est de reciter ses propres mots, reciter quand elle nous a dit: «Mais moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela» et de dire: «Mais ceci et cela, peut-être que c'est auprès de tel professionnel que vous allez pouvoir le trouver». Donc, toujours récolter des informations, hein, récolter euh, euh, les réponses à nos questionnements, à nos interrogations, qui vont nous servir après à objectiver la démarche et à la rendre logique et acceptable. Quand on exprime nos préoccupations, plutôt que leur dire non, mais là vous avez besoin, c'est de les exprimer en parlant je, pas vous avez besoin d'aller voir un psychologue, c'est je suis inquiet de ce que j'ai observé. J'ai remarqué ça, 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 quand nous sommes en entretien. Et, euh, et je me demande si vous ne pourriez pas trouver des bénéfices à rencontrer un professionnel de santé. Parce que, bah, comme pour tout le monde, plus vous allez bouger quelqu'un, et puis il y avoir un risque d'avoir de la résistance en face. Il ne faut pas hésiter à banaliser les choses, banaliser la démarche, à rendre les choses simples. Simples comme j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. J'ai un problème sur ma voiture, je vais voir le garagiste. Je me sens mal dans ma vie en ce moment, peut-être que ce serait bien d'aller voir un psychologue ou un professionnel de la santé mentale. On peut proposer aussi, aller voir un premier rendez-vous. Sur ce premier rendez-vous, vous pouvez avoir l'avis d'un professionnel. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tort, peut-être que vous n'avez pas besoin d'un soutien. Allez voir un professionnel qui va vous donner son avis. Apprenez à vous connaître un petit peu. Peut-être que c'est juste une étape, un premier rendez-vous, pour savoir si vraiment on peut s'investir ou pas dans cette action-là. Donc, respecter le rythme de la personne, c'est ça, hein. Personne n'aime être poussé à faire quelque chose. À chaque fois que je sens une force qui va dans un sens, qui me pousse à faire quelque chose, c'est là que la résistance intervient. Sinon, il n'y a pas de résistance. La résistance intervient quand on sent une force qui nous pousse dans un sens. Donc, la personne doit se sentir libre de prendre la décision quand elle le sent. C'est-à-dire que plus vous allez mettre de la force pour l'obliger à faire quelque chose, plus la force en résistance va être grande. Donc, il faut qu'elle sente que pour vous, c'est quelque chose qui est pertinent, qui est valable comme orientation, mais que c'est à elle de prendre la décision et que c'est à elle, en son temps, de le faire. Et parfois, montrer à l'autre qu'il a le temps, c'est lui dire, mais en termes de frein, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider à faire cette démarche? Est-ce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui la bloque? Et en termes de frein, ça peut être tout simplement lui parler, ben, est-ce que vous connaissez Doctolib? Pour prendre rendez-vous, c'est plus simple parfois, parce qu'on n'a pas besoin de téléphoner. Pour certaines personnes, être présent quand ils vont téléphoner, ça peut être quelque chose qui peut les soutenir, qui peut les aider. Donner des informations. Bah, tiens, est-ce que vous connaissez mon parcours psy? Est-ce que vous connaissez le centre de ressources santé? Donner des informations euh, de manière générale. Donc, il est déjà temps de faire une petite conclusion. Et donc, la conclusion à ce webinaire, c'est que quand on ressort d'un entretien en se disant, là, il y a quelque chose qui... je sens que la personne ne va pas bien, mais qu'est-ce que c'est? Mettre des mots, ça peut aider d'avoir
ben, ce cadre-là de réflexion, ces pistes-là, la piste du registre comportemental, du registre du raisonnement, du registre d'émotions et de la gestion des émotions, et du registre de la santé physique. Et chaque élément n'est pas un élément de diagnostic, mais un élément qui conduit à créer un profil individuel, qui va nous amener à nous poser des questions spécifiques auxquelles on pourra répondre dans le temps. Comme je disais, voilà, objectiver nos ressentis, construire la réflexion, construire peut-être une façon d'interagir avec la personne. C'est repérer les mécanismes de défense. C'est toujours pareil, hein, c'est après obtenir des arguments pour pouvoir faire l'orientation plus facilement ensuite. Et c'est toujours se dire que nous avons les moyens, nous aussi, de nous adapter à une personnalité difficile, à travers l'adaptation du format de l'entretien, par l'écoute active, la reformulation, par le changement de posture professionnelle, parfois quand c'est nécessaire. Donc à chaque fois, tout ce que nous recueillons va nous servir aussi comme argument et va nous aider à appuyer notre orientation, que ce soit vers le centre de ressources santé pour une évaluation, que ce soit vers un service d'appui spécifique aussi pour des diagnostics approfondis ou vers un spécialiste de la santé mentale, un médecin. Voilà pour ce webinaire, pour ce deuxième webinaire donc, du Centre de ressources santé sur les éléments de repérage en psychopathologie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'est parfait, Stéphanie. Alors, on a déjà 2 petites questions. On a un professionnel qui pose une situation avec une personne qui n'exprime aucune envie et aucun souhait, Oui, en exprimant le fait qu'il n'attend plus rien de la vie. Elle l'avait orienté, ou il, pardon, je ne sais pas, vers le CMP. Le monsieur s'est déplacé au premier rendez-vous, mais il n'a pas souhaité poursuivre. Donc, elle ne sait plus quoi lui proposer et comment l'accompagner. C'est une d'accord. première question. Oui. Alors, dans un premier temps, alors, je ne sais pas si elle peut orienter vers le centre de ressources santé, puisque ça peut être un moyen pour nous d'avoir un rendez-vous où il y aura peut-être moins de pression, parce que, après, bon, on n'a pas le discours de la personne là, hein, mais c'est une étape, le centre de ressources santé, qui peut être une étape intermédiaire entre la prise en charge dans un lieu qui est très repéré, soins, santé mentale, etc., qui peut faire un petit peu peur, et puis qui est très institutionnalisé. Voilà. Donc après, il existe d'autres recours. Il faut savoir que, il y a des numéros, comme SOS Amitié qui peuvent donner lieu à des entretiens, qui sont faits par des professionnels, de la santé mentale, enfin des gens qui sont formés en tout cas à l'écoute et qui peuvent, par moment aussi, renforcer, comment dire? La le souhait d'être soutenu dans ce domaine, par des professionnels. Je pense que je sais pas si, voilà, il y a mon soutien psy qui peut être aussi une alternative. Parfois, le CMP, ça va vouloir dire, la santé mentale avec, enfin, les gens qu'on va croiser au CMP vont renvoyer une image qui peut faire peur à certaines personnes aussi, hein. On va rencontrer des gens qui sont dans une grande pathologie, qui peuvent un peu inquiéter et Et parfois aussi, ces 3 entretiens, il y a d'abord une rencontre avec un infirmier, après avec le psychiatre et à la fin avec le psychologue, si il est décidé en réunion qu'il rencontre à la fin le psychologue. Donc ça voilà, peut aussi il être y a très des long. listes d'attente. Voilà, visiblement, il n'y avait pas eu trop d'attente, mais voilà, Mmh. il y a toute une procédure à l'hôpital qui peut aussi être, difficile pour certaines personnes, faire le pas, rencontrer une personne et puis se dire: «Bon, mais en fait, c'est pas elle que je Mmh. vais revoir» et cetera. Ça peut être aussi un peu compliqué. Bien sûr, il y a mon parcours psy, qui peut être, facile aussi d'accès, voilà. Donc, Je pense que on avait une autre question au début quand on a exposé les cas cliniques où Estelle nous demandait, elle comprenait pas trop le lien avec le fait qu'on souligne que la personne était en léger surpoids. j'ai Euh, essayé de dire que c'est pas forcément pertinent. C'est ce qu'on peut observer, mais est-ce qu'à un moment donné, on s'en sert dans la description du profil? Finalement, pas vraiment, en fait. C'est pas vraiment quelque chose qui est toujours pertinent. C'est intéressant de le relever.
parce que ça peut dire des choses sur comment cette personne est dans sa relation à l'alimentation. Ça peut nous donner une indication quand on pense qu'il y a quelque chose qui va se tisser là-dessus. Mais sur un simple constat là, c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de dire c'est pas forcément, c'est pas toujours pertinent en fait, mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Et pour la personne qui était très en surpoids, on voyait que finalement, elle était relativement active malgré tout. Donc c'est pas forcément quelque chose de pertinent, mais qu'on peut tenir on peut en tenir compte, nous, après, en tant que conseiller en insertion, sur la capacité, physique à tenir tel ou tel emploi et cetera. Mais finalement, dans un profil, c'est pas quelque chose qui est toujours pertinent de remarquer ça. Ok, alors des questions, c'est peut-être moi qui vais répondre. On nous demande si le centre ressources est réservé aux allocataires du RSA. Donc ça, c'est Delphine Guillot sur Toulon-Foch qui nous le demande. Donc oui, pour l'instant, c'est vrai qu'on a ouvert l'axe 2 à l'ensemble des professionnels. Et c'est pour ça qu'on avait élargi aussi aux conseillers de France Travail. Mais sur l'axe 1, qui est l'intervention directe sur les publics, pour l'instant, c'est réservé aux allocataires du RSA qui sont dans le cadre de dire plus particulièrement. Ensuite, une autre question par rapport au fait que l'orientation va se faire via le SI, sur le logiciel Parcours Solidarité. On nous demande si la grille de repérage va être en ligne. En règle générale, vous avez tous été destinataires de la grille de repérage. Elle est un support pour vous permettre de checker un peu certains éléments, certains indices, des indicateurs. Mais elle sera sans doute pas sur le SI, je pense pas. Il faut que je vois avec le département. Alors, autre question sur est-ce que les travailleurs sociaux référents RSA peuvent orienter sur le centre ressources? Il me semble pas. Euh, pour l'instant, non. On a les référents spécifiques qui peuvent orienter sur le centre ressources. Mais le département n'a pas souhaité ouvrir pour l'instant aux travailleurs sociaux. Voilà un petit peu les questions que nous avons eues. Après, il peut aussi y avoir des interventions avec une prise de parole directe, pas forcément. Vous m'avez Karen. oublié, Oh, bonjour. pardon, excusez-moi. C'est pas grave, bonjour. Juste avant, en fait, vous avez évoqué des coordonnées téléphoniques du centre ressources santé, si j'ai bien compris, ou SOS Oui, Amitié, C'est amitié. voilà, SOS Oui. Amitié, excusez-moi. ouais, ouais. Du coup, voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il existe justement un répertoire, bon, moi je parle sur notre agence, moi je suis accompagnatrice, conseillère sur le volet accompagnement des RSA en direct emploi. Mais pas que, évidemment, hein, puisque nous avons tout le public RSA, peu importe la modalité. On fait appel souvent à notre psychologue du travail nous avons la chance d'en avoir une sur le site. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais est-ce qu'il existe des coordonnées, enfin, voilà, un type de répertoire comme la SOS Amitié, je ne connais pas. Euh, J'avoue que là, je ne peux pas vous donner le numéro, mais ça se Ah, trouve sûrement d'accord. facilement si vous faites une recherche sur Internet. OK. Après, il y a des numéros qui existent. Enfin, après, je ne sais pas. euh, le, le 31 14 sur la prévention du suicide. Il me semble que c'est les affiches qu'on a en ce moment. Alors là, ma collègue a été très réactive, elle a trouvé le numéro. Donc c'est le 09 60 pour SOS Amitié, pardon, 09 D'accord. 72 39 40 50. Donc ensuite, est-ce qu'il y a un annuaire? Euh, pour l'instant, non, pas à ma connaissance. Peut-être. Alors, un annuaire, non. Après, ce qu'on va essayer de faire là avec Soliguide, hein, c'est peut-être de se rapprocher d'eux puisqu'ils avaient envie d'ouvrir aussi les contacts, les actions qui apparaissent sur leur site, leur plateforme aussi sur la santé. C'était de se rapprocher d'eux pour qu'on puisse partager plus largement les répertoires, les contacts, etc., quoi.
Parce que du coup, la plupart des partenaires ou sur ces volets-là, est-ce qu'ils sont répertoriés sur, par exemple, Dora, Soliguide, enfin, des outils justement qui répertorient, on va dire, un Pas petit peu? encore Pas encore. complètement parce que c'est une D'accord. volonté de Soliguide après l'aide alimentaire, hein, qui était son objet Mhm. principal au début. D'accord. Ils ont élargi à l'emploi, ils ont élargi et la santé en faisait partie. Mhm. Donc on doit retravailler ensemble sur ces thématiques pour voir comment on pourrait mutualiser parce que avoir des répertoires, nous, on en a en interne, mais c'était comment vous les partagez et les mettre à jour pour que, voilà, d'une manière optimale. Et c'est vrai qu'avec la plateforme Soliguide, par exemple, hein, qui est en lien avec Dora aussi, c'était pour nous une bonne méthode. Donc voilà, ça viendra. Là, le centre ressources, il s'est structuré depuis le mois de mars-avril, hein. On a eu les réponses en mars, donc avril-mai. Euh, et petit à petit, voilà, On se on se prépare en structure. fait. Oui, 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 oui. on le structure davantage avec Axis, hein, puisqu'on travaille en lien les deux structures. Mais voilà, on a cet objectif d'essayer de vous partager aussi des répertoires et des contacts aussi d'acteurs dans la santé, quoi. Oui, qui peuvent être internes en fait, enfin en interne en fait, on va dire, et plutôt ceux qu'on peut mettre à disposition Ouais. des usagers, entre guillemets, hein. On peut, voilà, C'est usagers, l'avantage d'emploi. de SoliGuide où vous avez un accès pro et un accès public. Donc, Mm. c'était ça qui nous paraissait intéressant et de travailler avec eux là-dessus, quoi. Oui. Bon, ben merci, hein. Je ferme Mais l'aparté, hein, parce que sinon je reste il y avec a, vous longtemps. il y a pas de souci. Merci. Merci de votre intervention. D'autres interventions, d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va clôturer peut-être ce webinaire. Voilà, on essaie de tenir les délais parce qu'on sait que vos agendas sont aussi très chargés. Donc, vous aurez accès au replay, donc on enverra le lien. Alors, pas tout à fait immédiatement, hein. Vous savez qu'on a toujours un petit délai où on retraite la vidéo et on vous envoie le replay dans les 15 jours qui suivent ce direct. Voilà. En tout cas, on vous remercie votre présence nombreuse. Merci. Remercie encore pour moi mes équipes, hein, qui ont beaucoup travaillé, Stéphanie sur le front et en direct, et puis Laureline qui l'assiste toujours. Donc, merci à toutes les deux pour la qualité toujours des interventions que vous pouvez faire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.